Dans le cas du Moyen-Orient et du conflit en cours entre l'Iran et les États-Unis, la guerre a commencé quand les États-Unis et Israël ont attaqué ensemble l'Iran. Ensuite, Donald Trump a déclaré qu'il y aurait une sorte de cessez-le-feu rapide. Plus tard, ils ont signé un document appelé le soi-disant protocole d'accord. Et jusqu'à présent, chaque clause de ce protocole a été violée. Il n'existe plus, ce protocole. Ils ont littéralement détruit tout ce qu'il contenait. Les États-Unis reviennent avec la même logique. Le blocus est de retour. Et l'Iran contrôle à nouveau le détroit d'Ormuz. Les États-Unis essayent de recommencer, de répéter l'opération Freedom qu'ils avaient menée auparavant. Et l'Iran attaque les pétroliers. L'un des pétroliers hier, enfin on avait des images hier, montrait un de ces pétroliers turcs en train d'être, vous savez, coulé dans le détroit d'Ormuz. Voilà la situation dans le détroit. D'un autre côté, les deux camps se battent. Le champ de bataille, c'est l'Iran et les pays du CCG. Et les pays du CCG, en gros, la plupart de ces pays participent à la guerre. Il y a seulement quelques heures, hier soir, on a appris que le sultanat d'Oman ne faisait pas partie du conflit, comme vous le savez, depuis le début de la guerre. En ce moment, l'Iran est en train d'attaquer Oman. La nuit dernière, ils ont frappé l'un des hôtels d'Oman, le Crown Palace Hotel. Apparemment, c'est l'un des principaux hôtels utilisés par les troupes américaines. Ils ont atteint leur cible. Le sommet de l'hôtel a été visé. C'est une sorte d'attaque d'assassinat. Voilà la situation sur le terrain. Israël, pour l'instant, ne fait pas partie de la guerre. Benjamin Netanyahou a très peur que l'Iran les attaque. Il dit que si l'Iran nous attaque, nous riposterons et qu'il n'y aurait alors plus de paix en Asie de l'Ouest. Voilà où on en est. Quelle est votre compréhension de la situation et comment l'évaluez-vous? Alors, Nima, la seule façon dont une guerre des États-Unis ou une guerre américano-israélienne contre l'Iran pouvait avoir un semblant de logique, enfin, entre guillemets, avoir du sens, c'était selon le discours de vente bidon de Benjamin Netanyahou. En gros, il disait, si on lance une attaque surprise contre l'Iran, avec des frappes de décapitation, qu'on élimine la direction et qu'on active nos atouts sur le terrain. Tu sais, les manifestants que le Mossad cultive depuis des années. Et puis, l'élément plus agressif, celui qui est armé, qui profiterait des manifestations comme d'un écran de fumée pour intervenir et provoquer un changement de régime, un peu comme ce qui s'est passé en Ukraine en 2014. Alors, dans ce genre de scénario, du point de vue de l'Empire, ça pourrait sembler logique. Vous savez, vous prenez le contrôle de Téhéran, vous installez votre marionnette, Zelensky, Juan Guaido, peu importe. Et ensuite, ils dirigent le pays pour vous. Ils commencent à vous servir, à saboter leurs relations avec la Chine et avec la Russie. Et vous obtenez ainsi une toute nouvelle tête de pont, très puissante, sur le continent eurasien. Alors ce scénario, si vous êtes assis à Washington, à Tel Aviv ou à Londres, pouvait sembler logique, mais ça a échoué. Et je pense que tout ce qui a suivi, c'était simplement s'entêter dans l'échec. Et maintenant, il me semble que Trump est pris dans l'équivalent géopolitique de la ruine du joueur. Vous savez, c'est un peu comme quand on est à une table de jeu, qu'on perd de l'argent et qu'on se rend compte qu'on va devoir soit partir les poches vides, soit continuer à jouer en espérant que le prochain coup nous sera favorable. Alors on remet encore plus d'efforts, plus d'argent, plus de ressources, en espérant que, à force, on finira par renverser le gouvernement, ou peut-être par faire pression sur les Kurdes, les Saoudiens, les Irakiens pour qu'ils lancent une invasion terrestre. Je veux dire, Trump disait encore hier quelque chose du genre « Oui, l'invasion terrestre, ce sont d'autres qui vont la faire pour nous ». Et puis d'autres responsables, comme Marco Rubio, disaient que peut-être les Européens, les Français, les Allemands,
devrait venir surveiller le détroit d'Ormuz. Et puis vous voyez, si les Iraniens les attaquent, eh bien ils vont se retrouver en guerre avec l'Allemagne ou avec la France. Franchement, de quoi parle-t-on? Vous allez enrôler la France et l'Allemagne ou qui que ce soit d'autre pour qu'ils deviennent co-belligérants, pour qu'ils s'impliquent dans votre guerre choisie, celle qui a échoué en février. Tout donne l'impression que l'administration Trump improvise au fur et à mesure. En d'autres termes, ils paniquent. Ils n'ont clairement aucune stratégie, ni de sortie, ni d'aucune autre sorte. Tout ce qu'ils ont, ce sont des bombes et des missiles. Alors, ils larguent des bombes et des missiles. Mais même les preuves sur le terrain, d'après ce que j'ai pu voir, montrent qu'ils ne savent pas vraiment quelle cible frapper. Alors, ils larguent encore des bombes, pour la énième fois, sur les mêmes cibles. Et ces cibles, ce sont souvent des villages de pêcheurs, des bateaux de pêche, des écoles, des hôpitaux. Parce que vous savez, l'Iran a eu largement le temps de rendre tout ce qui est stratégiquement important aussi protégé que possible et aussi difficile à bombarder que possible pour les États-Unis. Et on le voit bien sur le terrain. Ils disent par exemple, on a détruit leurs usines de missiles, leurs lanceurs, tout. Tout serait censé être fini. Et puis, l'Iran envoie encore 200 ou 300 missiles et drones contre eux. Et maintenant, Trump dit quelque chose comme « Oui, l'Iran va être vaincu très bientôt », comme si c'était pour demain, et qu'ils allaient être totalement battus. C'est comme si les gens oubliaient qu'il disait il y a 6 mois que l'Iran était fini, que tout était détruit, qu'il ne restait plus rien, qu'ils étaient tous en gros en train d'agiter le drapeau blanc. Moi, je ne vois pas de fin heureuse à cette histoire, ni pour les États-Unis, ni pour Israël. Et puis, il y a aussi la question de l'argent, parce que, ces derniers temps, beaucoup de choses qui sortent de l'administration américaine tournent autour de ça. Le Pentagone, par exemple, est à court d'argent. Et les gens sont surpris quand je dis ça, parce qu'ils se disent « Attendez, la Fed peut imprimer autant d'argent qu'elle veut, non? Elle ne peut pas en manquer. » Eh bien oui, mais la Fed, ce n'est pas le commandant en chef. Et elle n'a pas d'armée. C'est le gouvernement civil qui commande à l'armée. Et le financement ne passe pas directement de la réserve fédérale à l'armée. Donc, même si le système est imparfait, il y a quand même des contre-pouvoirs. Si le Pentagone n'a plus d'argent, il doit aller devant le Congrès et demander un financement supplémentaire. Au début, on parlait d'environ 70 milliards de dollars. Puis c'est passé à 350 milliards. Ensuite, Trump arrive et dit « Oui, on va imposer 20% sur toutes les cargaisons qui passent par le détroit d'Ormuz. » Et le lendemain, il revient en disant « Bon, d'accord, on ne va pas faire ça, mais les royaumes du Golfe vont investir aux États-Unis et ils vont en tirer un bénéfice. Donc tout le monde y gagne. » Formidable, non? Et puis, vous savez, Scott Bessent est allé inspecter l'or à Fort Knox et il en est ressorti en disant « Oui, rien à signaler. 1000 milliards de dollars d'or, tout est là. On a fait un audit, croyez-moi, je ne mentirai pas là-dessus. » D'accord? Donc, pour moi, on sent qu'une panique financière, une panique autour de l'argent est en train de s'installer. Et je pense que ça pourrait vraiment déclencher une crise financière soudaine qui ferait passer celle de 2008 pour un jeu d'enfant. J'annonce un peu une sorte d'Armageddon des obligations depuis 2021, depuis le retrait américain d'Afghanistan. Et dans une certaine mesure, ça s'est confirmé. On a eu un marché baissier très fort sur les obligations d'État, pas seulement américaines, mais aussi européennes et britanniques, depuis 2021. Puis elles se sont stabilisées en 23, 24, 25. Et maintenant, elles subissent à nouveau des pressions.
Et je pense que la pression va être telle qu'on pourrait assister à une crise vraiment très douloureuse, avec une chute extrême des prix des obligations du Trésor en Occident et une flambée des taux d'intérêt. Ça peut sembler un peu abstrait, mais le prix du bon du Trésor américain à 10 ans est de loin le prix le plus important au monde, parce qu'il influence tous les autres marchés. Et une fois que celui-là s'effondre, tout s'effondre, parce que c'est aussi la garantie utilisée par la plupart des institutions financières dans le monde. Donc, si la valeur de ta garantie est divisée par 2, tu vas forcément essayer de le cacher. Vous allez devoir cacher le fait que vous êtes à court d'argent. Et la seule façon d'y arriver, c'est d'imprimer de la monnaie à partir de rien pour boucher les trous. Mais ça, c'est la voie directe vers l'hyperinflation. On est donc face à un effondrement potentiel qui pourrait ressembler à celui de la République de Weimar en Allemagne au siècle dernier ou à la chute de l'Union soviétique. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Et je pense qu'en partie, ça explique la désespération de l'administration Trump. Ils mènent une guerre qu'ils savent impossible à gagner, mais dont ils ne peuvent pas se retirer. Ils ne peuvent pas admettre la défaite. Oui. Comment voyez-vous le rôle des pays du Golfe? Est-ce que vous leur attribuez un rôle particulier? Ou bien pensez-vous qu'ils sont simplement utilisés par les États-Unis comme une sorte de champ de bataille, de source de financement, ou peut-être comme un soutien politique ou économique à la guerre? Parce que, comme vous l'avez dit, quelqu'un doit bien payer pour cette guerre, pour qu'elle continue. Est-ce que ce sont essentiellement les pays du Golfe qui en assument le coût? Je pense que c'est à ça qu'on en arrive. Je veux dire, quand Trump parle d'imposer des droits de douane de 20%, des frais de 20% sur le fret qui passe par le détroit d'Ormuz, c'est en fait un avant-goût du racket qui attend les royaumes du Golfe. Et puis, je crois qu'ils ont peut-être eu un moment de réflexion là-dessus. Ça ne donne pas une bonne image, c'est une question d'optique, et c'est sans doute très mal perçu par les pays du Golfe. Alors il a trouvé autre chose, du genre « Ah oui, ils vont investir dans l'économie américaine ». Mais de quoi parle-t-on exactement? Les pays du CCG ont, selon les estimations, environ 5 000 milliards de dollars investis dans les institutions financières occidentales. Vous savez, sous forme de liquidités et de fonds souverains. Et ça, c'est carrément un tiers de l'argent souverain mondial. Donc, c'est une somme énorme. Et l'administration Trump va être très tentée d'y toucher. Et on sait bien qu'ils n'ont aucun scrupule quand les choses se corsent. Ils vont inventer des justifications pour que, d'une façon ou d'une autre, les royaumes et les Émirats du Golfe paient pour cette guerre. À mon avis, ils ont parfaitement compris ça. J'imagine que quand ton existence même est en jeu, ton attention se concentre très fortement sur ce qui se passe. Je pense que MBS, MBZ et tous ces dirigeants du Golfe voient très bien ce qui est en train de se jouer. Ils comprennent que les États-Unis sont un empire en déclin. Ils savent que la protection américaine, pour laquelle ils ont payé, est très inefficace. Tous ces systèmes d'armes façon Lamborghini ou Ferrari, qui paraissent superbes sur le papier et dans des conditions parfaitement mises en scène, ne fonctionnent pas vraiment dans une vraie guerre. Ils coûtent extrêmement cher. Et les États-Unis ne sont pas capables d'en produire en quantité suffisante pour que ça change quoi que ce soit. Pendant ce temps, l'Iran se prépare à ça depuis longtemps. C'est une puissance régionale montante, et cette guerre est une question de survie pour eux. Donc non, l'Iran n'a pas l'intention de se laisser faire. L'Iran ne sera pas amené à la table des négociations à coups de bombe.
L'Iran se battra jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'expulsion complète des puissances colonialistes occidentales de la région. Et à ce stade, il ne s'agit plus seulement de l'Iran. L'Iran bénéficie du soutien total de la Chine, de la Russie, du Pakistan et de la Corée du Nord. Je pense donc que le monde a compris à quoi il est confronté. Et si l'Iran venait à tomber, tout le monde pourrait tomber. Il pourrait être éliminé un par un. C'est pourquoi ils savent qu'ils doivent soutenir l'Iran. Je crois que, probablement à l'exception possible de MBZ, aux Émirats arabes unis, ils ont bien compris cela. I think that they understand this. And I suspect, I would be surprised. Et je soupçonne, je serais même surpris s'ils n'avaient pas des lignes directes avec les Iraniens, en leur disant « Écoutez, on ne peut pas défier ouvertement l'Empire, mais on veut que cette guerre fasse le moins de dégâts possible entre nous. On veut préserver la paix autant qu'on le peut entre nous. » Et ces attaques des Saoudiens contre le Yémen, contre Sanaa, je pense que ce pourrait être de fausses attaques, avec personal grain, destinées à rendre impossible pour l'Arabie saoudite de rester en dehors de la guerre. Vous voyez, ils veulent pousser l'Arabie saoudite, l'Irak, la Syrie, tous les États du Golfe, l'Azerbaïdjan et tout le monde à s'unir contre l'Iran, parce que les États-Unis ou Israël ne peuvent pas gagner cette guerre seuls. Mais je crois que ça échoue, parce que tout le monde voit bien que c'est une manœuvre perdante. Et en même temps, les royaumes du Golfe se retrouvent dans une position très difficile. At the same time, the Gulf kingdoms are in a very difficult position. As I said, they have an estimated $5 trillion. Comme je l'ai dit, vous savez, ils ont environ 5 000 milliards de dollars d'actifs placés en Occident. Ils vont probablement tout perdre. Et le fonctionnement de leurs États dépend de cet argent. Il dépend du fait d'y avoir accès. Donc s'ils perdent cet accès, s'ils ne peuvent plus payer les salaires des enseignants, des policiers ou des soldats, ils risquent d'être renversés. Ils risquent même d'être pendus ou décapités. Je pense donc qu'ils sont dans une situation extrêmement difficile. À mon avis, ils vont essayer de jouer sur les deux tableaux, ne pas trop provoquer l'Iran, mais ne pas trop fâcher non plus les Américains et les Israéliens. Et ils vont espérer que la tempête passe sans détruire leur maison. Without tearing down their houses.